merci à Emmanuel Morel, député européen de la GUE, membre de la commission INTA, d'avoir répondu à notre invitation pour parler Brexit, ainsi que Marc Loupianès, de la section des Français de l'étranger. On a déjà abordé la semaine dernière le Brexit sous l'angle britannique. Là, ce qui intéresse, alors qu'on arrive vraiment dans la dernière phase de la période transitoire, c'est l'angle européen. Et donc là-dessus, on va, je n'en doute pas, avoir pas mal de questions. Et on est très heureux d'avoir Emmanuel Morel pour nous dire un peu l'état de la discussion. Quelle est l'ambiance dans le Parlement européen? L'ambiance, elle est fébrile. Parce que, comme vous le savez, les négociations continuent à battre leur plein, hein, puisque au moment où je vous parle, on a une commission commerce international qui est réunie avec des parlementaires qui sont furieux parce qu'ils viennent d'apprendre plusieurs choses. D'abord, ils viennent d'apprendre que la négociation va durer. Ils viennent d'apprendre que le texte, si texte il y a, ne sera disponible qu'en anglais, ce qui n'est pas vraiment conforme aux usages du Parlement européen. Ils viennent d'apprendre également que normalement, on était censé voter, parce que le Parlement européen est censé donner son accord. Là, on nous annonce qu'il y aurait éventuellement un vote en cas de deal le 28 ou 29 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le 31, sachant que normalement, la procédure est la suivante. Vous devez avoir la commission AFET, Affaires étrangères, et INTA, donc commerce international, qui prépare ce qu'on appelle une recommandation de consentement. Donc normalement, ça veut dire beaucoup de travail, hein, c'est des échanges entre groupes politiques. Et manifestement, on ne va pas avoir le temps pour utiliser une procédure normale, puisque la task force va être politiquement responsable de la résolution présentée au groupe politique. Et nous, on va devoir rédiger un projet de consentement qui sera bâclé, puisqu'on n'aura pas de toute façon tous les termes de l'accord. Pourquoi ça bloque encore aujourd'hui? Ça ne va pas vous surprendre, hein. Il y a 3 points principaux. Le premier, qui est un des plus importants, c'est la question de ce qu'on appelle en anglais le level playing field, c'est-à-dire les règles du jeu équitables, pour éviter qu'il y ait du dumping social massif de la part de la Grande-Bretagne, avec un deuxième point qui est conjoint, qui est celui de ce qu'on appelle la gouvernance, j'aime pas ce terme, enfin c'est celui qu'on utilise, et notamment le mécanisme de règlement des différends commerciaux. C'est évidemment très important, hein, dans tout accord commercial. Le deuxième sujet, où pour l'instant ça bloque, c'est la pêche. Hein, vous le savez sûrement, c'est un sujet très important pour la France, hein, mais aussi pour le Danemark, les Pays-Bas et même la Belgique, puisque en gros, 30% de la pêche française elle se fait dans les eaux britanniques. Et pour l'Europe, ça représente entre 200 000 et 300 000 emplois concernés, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros, donc c'est pas rien, gros sujet. On a une petite inquiétude d'ailleurs, nous les parlementaires, là-dessus, parce que le Premier ministre français est allé visiter les pêcheurs, je ne sais plus quand, mais c'était il y a quelques jours. Il leur a dit on fera tout pour que ça se passe bien, mais en même temps, il a parlé d'une réserve d'ajustement de plusieurs milliards d'euros en cas de no deal ou en cas de problème, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un problème. Troisième sujet qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas réglé, c'est évidemment le protocole nord-irlandais, puisque, comme vous le savez, dans les mois qui viennent de s'écouler, le gouvernement britannique a manqué à sa parole donnée lors de l'accord de retrait. Donc voilà les 3 sujets aujourd'hui qui bloquent, qui expliquent que la négociation, en plus avec des négociateurs britanniques, vous le savez, qui sont quand même assez erratiques, hein. Donc c'est pas très facile. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a d'autres textes qui sont en train d'être négociés parallèlement. Un texte sur les règles d'origine, très important évidemment pour éviter qu'on ait des produits, par exemple, qui soient finalisés au Royaume-Uni, mais qui aient été majoritairement assemblés en Asie ou avec des pièces asiatiques. Il y a un accord qui est discuté sur les transports, un autre sur l'électricité. Voilà, donc ça, c'est un peu le sujet. Pourquoi les parlementaires ne sont pas contents? Parce que clairement, alors je sais que cette réunion est enregistrée, donc, mais bon, clairement, on n'est pas associé suffisamment aux négociations.
Là, au moment où je vous parle, le président de la commission INTA, je regardais sur un autre écran, vient de protester avec beaucoup de véhémence parce qu'il n'a pas accès, alors que c'est obligatoire, à l'état de la négociation. Donc voilà, les choses sont quand même... c'est pour ça que je parlais de fébrilité. Après, vous savez comment c'est, il va y avoir une énorme pression sur le Parlement européen, parce que s'il y a un deal qui est obtenu même au dernier moment, ils vont nous dire, vous n'avez pas le choix, la responsabilité vous revient, et donc on sera appelé à voter sans être pleinement au courant, en tout cas sans avoir pris pleinement connaissance du deal et sans en avoir discuté. Bon, c'est quand même le risque, et il y aura une très grosse pression sur le PSE et sur le PPE. Bon, nous, à la GUE, on est moins concernés parce que de toute façon, on peut se permettre. Notre vote n'est pas déterminant, ayons l'honnêteté de le dire. Mais il y aura de toute façon des débats chez nous, puisque, comme vous le savez peut-être, au sein de la GUE, il y a le Sinn Féin, qui lui est totalement obsédé par la question irlandaise. On les comprend d'ailleurs. Enfin, franchement, il n'y a aucun reproche de ma part là-dessus. Donc voilà où on en est. Des accords de fond sur la pêche. La Grande-Bretagne qui fait traîner les négociations, le Conseil qui nous demande en gros de ne pas forcément respecter les procédures. Et donc, on a une vraie question sur le contrôle démocratique de tout ça. Voilà, pour simplifier très vite ce que je pouvais dire. Juste le 31 décembre, au moment où tout le monde va faire sauter les bouchons de champagne, à Calais et Douvres, c'est Armageddon ou au contraire, c'est bon, il y a au moins encore, parce que j'ai vu passer qu'il y avait un accord transitoire, enfin bref, que au moins des dispositions en termes de transport étaient prévues. On peut s'attendre à quoi? Armageddon, je ne crois pas quand même, hein, mais en effet, on discute actuellement de la question d'un accord provisoire au cas où toutes les choses ne seraient pas finalisées. Il y a aussi un autre débat juridique, je ne vais pas rentrer dedans, hein, mais sur l'application provisoire d'un accord. Et ça pose des problèmes, notamment au Parlement. Donc, je ne crois pas que le 31, ça sera Armageddon, comme tu dis. Risque d'y avoir quand même un certain nombre de soucis dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr. Ok. Les camarades, vous avez des questions? Allez-y. Comment tu vois finalement ce manque d'acceptation de capacité de prendre des sacrifices? L'Union européenne montre une chose, les Britanniques le savent. L'Union européenne veut un accord à tout prix. Alors oui, on ne laisse pas tout tomber dans la négociation, on insiste, peut-être on va tenir, mais on montre clairement qu'on est d'accord à tout faire pour avoir un accord. Oui, c'est la Grande-Bretagne, c'est pas comme d'autres pays de l'Union européenne. La Grande-Bretagne pèse beaucoup, pas par rapport à l'Union européenne, mais par rapport aux États individuels. Mais est-ce qu'on finalement on ne montre pas trop qu'on est d'accord de faire l'accord à tout prix? Et est-ce que les députés européens, les groupes à laquelle tu appartiens, commencent à réfléchir sur bloquer l'accord au Parlement s'il n'est pas assez favorable à la France et à l'Union européenne? C'est une vraie question parce que je partage ton avis mais c'est difficile. Hein. La négociation avec les Britanniques est très difficile parce que ça ne vous a pas échappé. Boris Johnson et son équipe changent de pied souvent, font le chaud et le froid. Et je dirais, mais c'est peut-être ça une bonne négociation de la part des Britanniques, hein, c'est que ça apparaît, de notre point de vue, ça n'apparaît pas toujours rationnel. Moi, je crois qu'en fait, Johnson, il sait très bien ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment ce que je crois. Et nous, parfois, la difficulté déjà, c'est que, bien sûr, il y a une position qu'on peut qualifier d'européenne, mais la vérité, c'est qu'il y a quand même un petit peu des divergences de vues entre les États membres, même si ça s'estompe un peu ces derniers temps. Donc, c'est moins facile. Ensuite, je pense que c'est vrai que j'ai l'impression que personne du côté de l'Union européenne ne veut prendre le risque de porter la responsabilité du no deal. Même si, quand on regarde ce que je disais à Alexander tout à l'heure, quand on regarde dans le détail les conséquences économiques d'un no deal, il ne faut pas en exagérer l'impact. Voilà. Alors, bien sûr, il y aura un renchérissement
du coût des importations, des droits de douane, mais la vérité, c'est que ça ne sera pas une catastrophe économique. En revanche, c'est sûr que s'il y a un no deal, la complication, elle est réglementaire, elle est normative, elle est administrative. Et là, pour le coup, ça peut avoir quand même un impact important sur le commerce. Mais je crois surtout du côté européen, bon, même si on pousse au rapport de force, on ne donne pas le sentiment d'être prêt à aller jusqu'au no deal. Pour des raisons qui sont des raisons politiques, en fait. Hein. Politiques, géopolitiques. Bon, le Parlement est quand même, on va dire, était partisan d'une négociation plus musclée. Voilà, c'est ça, je crois, qui est vrai. Et il y a beaucoup de collègues qui disent, après tout, si on n'a pas de respect britannique d'un certain nombre d'engagements, il faut oser le no deal. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a un certain nombre de petits groupes peut-être qui se permettront de le dire. Mais le groupe PSE et le groupe PPE, c'est les deux groupes qui vont avoir une pression monstrueuse de la part de leur gouvernement. La vérité, c'est ça. Et donc, à la fin, le Parlement devra se plier. En tout cas, il y a un risque que le Parlement se plie aux exigences des pays qui participent au Conseil. Je devrais peut-être pas le dire. Ça sera diffusé quand cet enregistrement? Je devrais peut-être pas le dire aussi clairement. Aussi 20h ouais. BFM, non, Bernard, tu avais une question. Non, ça concernait une information du jour là où un sérieux Brexiteur avait décidé aujourd'hui de transférer sa production de tout terrain, je crois, sur le sol français. Et je me demande quelles sont les réactions des députés par rapport à ça, des députés européens par rapport à ça, des gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le Brexit et qui maintenant fuient la Grande-Bretagne pour se réinstaller en France, en l'occurrence. Ça, c'est assez traditionnel, c'est la distorsion entre les discours et les actes. Hein. Bon, c'est pas spécifique au Brexit, même si on a dans le camp des Brexiteurs des gens qui sont spécialistes du double langage. La difficulté, alors je pense que ce genre de choses peuvent se reproduire. Après, je vous invite à une certaine prudence parce qu'il y avait des collègues au départ, je me souviens, après le Brexit, qui disaient, en gros, je simplifie, on va leur faire payer, ils veulent sortir de l'Union, il faut qu'ils en payent le prix. Moi, je relativise ça parce qu'en réalité, s'il y a un no deal, même si les exportations britanniques vers l'Union européenne ont quand même baissé ces 10 dernières années, comme vous le savez, on est passé de, je pense que c'était 55% à environ 46 ou 47%. Donc, ça a un peu baissé. L'Union européenne, la Grande-Bretagne, elle exporte aussi beaucoup dans le reste du monde. S'il y a un no deal, ça sera pas un accord gagnant-gagnant, ça c'est sûr, ça sera perdant-perdant. Mais nous, les Européens, on a bien à perdre aussi, hein, quand même. Avec des choses au plus qui sont très compliquées à gérer. Vous avez quand même beaucoup, je ne sais pas, prenons l'exemple de l'aéronautique. Vous avez des choses en Europe très performantes, comme vous le savez, mais dans lesquelles rentrent des pièces fabriquées en Grande-Bretagne. Comment on fait si on instaure des droits de douane? Alors même si les droits de douane OMC sur ce type de pièces ne sont pas très élevés, ça va compliquer la donne. Moi, je pense que dans l'esprit de Boris Johnson, de toute façon, même s'il y a un no deal provisoirement, il cherchera quand même à revenir vers nous pour négocier un accord de libre-échange classique, j'allais dire, hein, mais qui évidemment prendra du temps. Et on est d'ailleurs dans une contradiction où d'un côté, on va essayer de défaire, enfin, on est en train de défaire d'ores et déjà un certain nombre de textes qui étaient en vigueur quand la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne. Et pour défaire ces textes, il y a énormément de travail, hein, parce que c'est sur tous les domaines, c'est parfois très précis. Et puis de l'autre, le paradoxe pourrait être que, alors même qu'on défait, on soit obligé aussi d'essayer de faire à côté pour rattraper les effets négatifs du Brexit. Voilà, on est dans une situation très paradoxale, très compliquée. Bon, moi, je continue à croire qu'on aboutira à un accord. Peut-être qu'il y aura
peut-être qu'en fait, l'Union acceptera de ne pas mettre fin aux négociations, tout en annonçant que la ratification n'est plus possible au 31 décembre. C'est aussi un scénario possible, hein, Alexander. C'est-à-dire que à la fin, compte tenu de la complexité du truc, on dise, bah voilà, on n'aboutit pas, mais on reporte. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est toujours possible. Comme vous l'avez vu, depuis le début, c'est une négociation qui réserve bien des surprises. Tu l'as dit, ça va avoir un coût, mais c'est absorbable, tout ça. J'ai l'impression qu'on a affaire à des poupées russes où, où, en fonction de la taille, on est inversement impacté. Typiquement, l'Union européenne, le choc est absorbable. On sent bien qu'en cas de no deal, le Royaume-Uni va souffrir. Et il y a un troisième qui est dans l'Union européenne, mais qui est le voisin occidental, qui est l'île d'Irlande, qui, elle, va morfler. Est-ce que, c'était une question que je t'ai posée un petit peu avant, est-ce que tu sens que toutes les dispositions sont prises pour que cette partie de l'Union européenne, qui est l'île d'Irlande, soit pleinement soutenue, qu'il y ait bien de la solidarité, ou alors c'est les déserts des Tartares? Franchement, l'Irlande, c'est peut-être le problème le plus épineux et le problème le plus compliqué. On était arrivé à un accord qui spécifiait qu'en gros, l'Irlande du Nord, elle était intégrée à l'Union douanière européenne, hein, c'était ça l'accord, mais qu'on installait des postes frontières avec des représentants européens dans les ports irlandais. C'était ça le deal. Le Parlement britannique, dans un premier temps, n'a pas respecté ce deal. Comme vous le savez, dans son projet de budget, il a fait comme si il n'était pas concerné par ces questions. L'Union a fait appel, enfin, a fait un recours devant la Cour de justice sur ces questions. Quel est le risque? Enfin, il y a plusieurs risques. Hein. Si on n'est pas ferme sur l'Irlande, c'est-à-dire si on dit, bah, écoutez, ok, très bien, l'Irlande du Nord est intégrée à notre marché intérieur, et puis c'est vous, les Anglais, qui contrôlez les flux commerciaux. Bah, le risque, c'est quand même que l'Irlande devienne une sorte de plaque tournante de la dérégulation. Enfin, disons-le comme ça. Et ça, c'est un vrai risque pour l'Europe. À l'inverse, personne dans l'Union européenne ne veut prendre la responsabilité de reconstituer une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, adhérente de l'Union européenne. Parce que là, vous voyez bien qu'on n'est plus sur des questions économiques seulement, même si c'est très important pour les Irlandais de pouvoir continuer à commercer avec l'Irlande du Nord et donc la Grande-Bretagne. Hein, parce que, mais là, on touche à une question qui est plus géopolitique et qui est vraiment très touchy, qui est l'intégrité territoriale de l'île. Et je pense que personne n'a envie d'en arriver à un tel processus. Vous imaginez de rétablir une frontière physique au sein de l'Irlande, c'est quand même un retour en arrière considérable. On revient sur les accords de paix. Bon, voilà. Donc, en effet, Alexander, tu as raison. Je pense que c'est un des points les plus importants aujourd'hui dont on discute. J'espère que les Européens vont être... C'est difficile parce qu'à la fois, il faut faire preuve de grande fermeté et en même temps, on ne peut pas aller jusqu'à ce scénario catastrophe qui viserait à diviser l'île en deux. Donc, voilà. Après, moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité des gouvernements européens parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir au sein de l'Union un territoire qui soit une sorte de plaque tournante qui remette en cause de facto les règles et les normes de l'Union européenne. C'est un très, très gros sujet. Alors, il y a différentes sensibilités. Hein. Par exemple, dans la GUE, on a des camarades qui viennent du Sinn Féin. Bon, pour eux, ils en sont même à nous supplier de faire attention à ce que l'unité territoriale de l'Irlande soit respectée. Parce que pour eux, vous imaginez, c'est des décennies de combats qui tombent à l'eau.
Donc, c'est très compliqué. Avec Oui. cette difficulté que j'indique, hein, c'est que l'Irlande du Nord, on veut bien l'intégrer à notre marché intérieur. En même temps, elle est totalement dépendante du commerce avec la Grande-Bretagne. Donc, on doit vraiment discuter de cette question. Omri, tu poses une question, ça sera la dernière, comme ça on peut laisser Emmanuel retourner en commission. C'est que je veux dire que je suis sûr que personne n'a oublié ça ici, mais on est des gauches et il ne faut pas oublier les fondamentaux de notre réflexion. Il y a l'idée de, je pense que dans le Brexit et dans beaucoup d'autres questions, la lutte des classes est un peu ignorée, mais qui est très valable. Doublement, interne et externe. Interne, parce que c'est la classe des dirigeants anglaise qui a décidé qu'elle ne trouve pas son compte à l'intérieur de l'Union européenne et qui a décidé qu'elle préfère faire le Brexit parce qu'elle va sauvegarder ses intérêts mieux en dehors de l'Union européenne. Peut-être qu'elle a commencé à sentir qu'elle perd pied. Il y a plusieurs décisions chez juristes. Alors, dans les décisions, on voit que peut-être ces décisions ont amené à dirigeants anglais de décider qu'ils ne trouvent pas leur compte. Mais aussi, encore parce qu'on parle de prix à payer pour le Brexit, mais il faut que nous, on réfléchisse sur le fait que ce n'est pas le dirigeant anglais qui vont payer le prix. C'est le peuple qui avait été le Brexit, oui, le peuple qui était peut-être mal informé ou un peu perdu la vision de ces éléments ou la conscience des classes, comme on a dit avant. Mais c'est le peuple qui va payer, la nourriture qui va être plus chère, choses comme ça. Les dirigeants ont finalement, à mon avis, rien à perdre dans le Brexit et c'est un peu le problème de la négociation. C'est un point de vue qu'on pourrait discuter parce que s'il y a bien eu un vote de classe en Grande-Bretagne, la classe ouvrière, elle a voté massivement en faveur du Brexit. Alors après, on peut. Alors moi, j'aime pas tellement quand on dit que les gens étaient mal informés et tout ça, parce que ça laisse à penser que le peuple souverain n'est pas suffisamment lucide. Mais la réalité, quand même, c'est que il y a eu un vote incontestable dont personne dans l'Union européenne ne remet en cause la légitimité. Après, là où tu as raison, c'est que les dégâts, ils se feront essentiellement à l'encontre des travailleurs eux-mêmes. C'est vrai pour les Anglais, c'est vrai aussi pour les Européens, parce que s'il y a le dumping social organisé par les conservateurs, vous voyez bien que les principales victimes, ce seront des travailleurs européens. Donc, la question, alors je ne dis pas que c'est la question qui obsède Michel Barnier ou Boris Johnson, mais nous, ce qui nous obsède, c'est évidemment comment faire en sorte que le Brexit ne se traduise pas par une catastrophe sociale supplémentaire pour les travailleurs et britanniques et européens. Parce que, alors vraiment, comme on est internationaliste, on ne va pas se mettre à opposer les uns aux autres. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile de parvenir à ce résultat. C'est pour ça que nous, on est très vigilants. Alors, je parle de mon groupe, mais c'est le cas du PSE aussi, bien sûr. Hein. On est très vigilants sur les questions sociales. Et c'est pour ça aussi que sur le mécanisme de règlement des différends commerciaux, on est là aussi très à l'offensive. Pourquoi? Parce que ça peut paraître abstrait, mais quand vous avez des différends qui sont réglés uniquement entre les grosses entreprises, souvent les multinationales, et les États, bah, ceux qui se font toujours léser, c'est les travailleurs. Donc là où tu as raison, c'est qu'il faudrait, sur la question du Brexit, adopter un point de vue clairement social, même si c'est compliqué. Voilà, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Un très grand merci à toi. Ouais, je m'excuse, hein, il y a plusieurs réunions en même temps. Bon, en plus, l'information, elle vient vraiment direct. Là, je vous disais il y a 5 minutes que le président de la commission INTA était très en colère. Ça semble être le cas. Et en même temps, là, on est en train de se demander entre collègues quelle va être notre réaction là, parce qu'on rentre en séance plénière. Je vous quitte, je fais une autre visio et après je pars à Bruxelles. On a une séance plénière qui va durer jusqu'à samedi. La journée de vendredi sera consacrée au Brexit. Et ça risque d'évoluer d'heure en heure. Donc cette réunion sera peut-être caduque dans 24 heures, mais en tout cas, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Hein. Et vous comprenez bien que le Parlement européen n'est pas très contente de la façon dont ça se passe. Après, est-ce que ça se traduira par une mauvaise au-delà de la mauvaise humeur, par des votes? Je ne suis pas sûr. Voilà. Je pense que, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais disons que
il faudra qu'on assume un rapport de force. Je parle du Parlement comme institution. Est-ce qu'on ira au bout? Je ne sais pas. Et okay. Je vous laisse là-dessus. Je vous salue. Un très grand merci à toi. Bonne continuation pour vos travaux. Merci. Et donc, on va avoir la traduction de l'autre côté avec Marc. Donc, Marc, tu es un camarade de la FFE, de la section de Londres, si je ne m'abuse. Absolument, absolument. Voilà. Et donc, pareil, on est dans les 2 semaines avant la fin de la période transitoire. 2 semaines de flou, parce que de fait, ça fait depuis que le 31 janvier qu'on est censé être, ça y est, le Royaume-Uni n'est plus dans un État membre, mais on est un peu dans des limbes, toujours attaché à l'Union par l'ensemble de ces réglementations jusqu'à décembre, enfin jusqu'à la fin du mois. Concrètement, ça donne quoi quand on est un Français ou un Européen vivant à Londres? Du point de vue personnel, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il est vrai qu'il y a eu en plus l'histoire du Covid par-dessus, mais il y a des éléments tels que la résidence, il y a des éléments tels que la libre circulation ou la possibilité de circuler entre les 2 pays qui est compliquée. Si je veux voyager avec mon chien au 1er janvier, je ne suis pas certain de pouvoir revenir au Royaume-Uni avec mon chien, tout simplement parce que c'est un passeport établi par le Royaume-Uni, mais c'est un passeport européen. Et donc, il n'est plus valable. Au 1er janvier, j'ai dû changer mon permis de conduire européen par un permis de conduire britannique, puisque ce sont les règles européennes. Au 1er janvier, je ne sais pas si j'ai besoin d'un permis international pour pouvoir conduire en Europe. Donc, ce sont des petits détails administratifs qui sont gênants. Du point de vue pour le futur, ici, ça pose des problèmes aussi de permanence au Royaume-Uni pour nous, pour la communauté typiquement française, mais plus globalement européenne au Royaume-Uni, est relativement établie et ce sont des vies depuis très longtemps au Royaume-Uni. C'est-à-dire, moi, personnellement, je suis là depuis 13 ans. La plupart des gens que je connais sont ici depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'on va devoir partir? Ça pose aussi des questions typiquement par rapport à l'éducation des enfants. Moi, j'avais mes enfants dans des écoles britanniques, tout ce qu'il y a de plus britannique bien intégré en primaire. Pour le secondaire, cette année, j'ai fait le choix de les passer dans le système français, tout simplement parce que je n'ai pas la garantie que si je dois partir à l'international, je pourrais avoir un système éducatif suivi. Puisque, il s'avère que le système français a le système des lycées français qui est relativement dense à l'étranger, mais surtout qui permet une éducation relativement homogène partout dans le monde. Le système britannique n'a pas ça. Donc, ça pose des vraies questions organisationnelles et administratives. Du point de vue du travail, ça pose aussi un problème parce qu'il y a certains jobs qui vont malheureusement devoir quitter le Royaume-Uni. On avait il y a pas mal de boulot dans tout ce qui est la pharma qui évidemment ont dû quitter le Royaume-Uni, mais on le voit dans beaucoup de secteurs. Ici à Londres, tout ce qui est finance et la City est très présente. On voit Goldman Sachs qui ouvre une salle de marché à Paris. Je crois qu'il y avait JP Morgan aussi qui avait fait ça. On voit les salles de trading et les trésoreries qui commencent à partir avec certains sièges sociaux qui quittent le Royaume-Uni. Est-ce que ça veut dire que nous, on va pouvoir rester? On n'en sait rien. Moi, ma société, à partir du 1er janvier, il y a plein d'activités qu'on ne peut plus faire ici. Je travaille dans l'énergie, donc je travaille pour une entreprise pétrolière. On traite du gaz, de l'électricité, etc. Au 1er janvier, il n'y a plus d'interconnexion électrique dans le système européen électrique. Je ne sais pas si je peux transiter mon électricité vers le continent et vice-versa. Je ne sais pas si mes traders ici vont pouvoir gérer ça ou il faut qu'ils soient basés en Europe. Tous ces éléments-là n'ont jamais été réglés depuis 4 ans. Alors, les entreprises et nous, particuliers, on a tout fait pendant 4 ans pour essayer de suivre quelles sont les règles, mais il est très difficile
de faire des plans de contingence personnels et professionnels si on ne connaît pas quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Ça a été assez compliqué. Maintenant, je veux juste faire un petit commentaire par rapport à la dernière question qu'a répondu Emmanuel. Et c'est dommage qu'il soit parti parce que c'est probablement quelque chose que j'aurais quand même aimé véhiculer aussi comme apprentissage pour le reste des pays de l'Union. L'Union européenne doit être bien meilleure à vendre ses réussites. Jusqu'ici, l'Union européenne, et notamment au Royaume-Uni, l'Union européenne a été utilisée comme un punching ball pour tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Du coup, du point de vue des Anglais, lorsqu'ils ont voté pour partir, oui, ils ne savaient pas à quoi ils votaient. Hein. Ils ont acheté pour argent comptant ce que Boris Johnson, Gove et compagnie ont dit. Pour eux, les députés européens ne sont pas élus par les Britanniques. Le fait qu'il n'y ait que 30% des Britanniques qui se bougent jusqu'à l'urne pour voter est une autre chose. Mais ils ne connaissent pas leurs députés européens. Ils ne savent pas que la Commission européenne, le Spitzenkandidat, est élu par le Parlement quelque part. Ils ne comprennent pas que le Conseil des premiers ministres, c'est leur Premier ministre qui a aussi été élu. Donc pour eux, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas été élus, qui ne rendent pas des comptes, ce qui n'est pas vrai. Parce que les gouvernements européens ont eu une tendance, et encore une fois, les Anglais très particulièrement, chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle à passer sur une décision politique domestique, à la mettre sur le dos de l'Europe. Et ça, c'est un apprentissage très important. L'Union européenne doit faire plus de publicité pour dire le fait que vous puissiez voyager sans avoir besoin de visa, c'est l'Union européenne. Le fait que peu importe où vous travaillez dans l'Union européenne, vous cotisez pour votre pension quand même. Le fait que vous ayez droit à la santé lorsque vous voyagez dans l'Union européenne, c'est l'Union européenne. Le fait que vous puissiez vous baigner à la plage au Royaume-Uni dans des eaux à peu près propres, c'est l'Union européenne. La qualité de l'air, c'est l'Union européenne. Il n'y a pas de notion par rapport à la population que tout ça, ce sont des achievements de l'Union européenne. Ils ont l'impression que non, ça c'est grâce à mon gouvernement, nous sommes merveilleux, etc., etc. Qui pour défendre vos intérêts? Est-ce qu'il y a des, en tant que citoyen de l'Union basé en Grande-Bretagne, tu as le sentiment d'être accompagné, l'ambassade est là, les ambassades des différents États membres sont là ou pas du tout? Est-ce que les conseillers consulaires, ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'il y a le sentiment d'être lâché au milieu du désert? Parce que je me souviens, moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, d'une discussion avec des Britanniques ici qui engueulaient comme du poisson pourri leur ambassadeur en disant on est lâché, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Est-ce que c'est le même cas de votre côté? Alors, c'est très inégal d'un pays à l'autre. Je ne peux pas parler pour les 27 pays de l'Union. Je peux parler, moi j'ai un passeport espagnol, un passeport français. Donc je peux parler pour les 2 pays auxquels je suis attaché. Alors l'Espagne, je peux crever sur le bord de la route. Hein. Ils n'ont rien à faire. Je n'ai pas de communication, je n'ai pas de… Il n'y a pas d'accompagnement, quoi. Zéro. Par contre, le consulat français, l'ambassade française, les écoles françaises, etc., sont extrêmement présentes. Les députés, la France a cette spécificité aussi d'avoir des députés pour les Français de l'étranger, donc des députés qui nous représentent. Eux aussi font un boulot assez impressionnant du point de vue communication, démarche administrative, s'il vous plaît, faites ceci, faites cela. Donc, du point de vue français, c'est vrai qu'on a été très, très bien accompagnés. On a l'impression que certains gouvernements, tels que le français et aussi un peu l'allemand, sont en train de faire face aussi au Royaume-Uni pour dire on n'acceptera pas n'importe quoi, ce qui est très agréable. Le fait que Barnier ait été droit dans ses bottes sans céder par rapport au mandat initial a été très apprécié par la communauté aussi. On sait que c'est quelque chose, c'est une négociation extrêmement dure, mais le fait que, du point de vue de Bruxelles,
on sente qu'ils ne lâchent pas l'affaire, qu'il y a eu aussi des éléments pour prendre soin des Européens. Le simple fait de les provisions par rapport aux pensions des Européens sur les années jusqu'à la sortie du Royaume-Uni, par exemple, sont importantes. Le fait qu'ils aient mis beaucoup de pression sur le Royaume-Uni, sur le fait, sur l'histoire des droits des Européens ici, et le fait que à un moment, on a senti que le Royaume-Uni voulait mettre des statuts de droits amoindris, presque pour nous faire payer d'être Européens, et que l'Union européenne a mis un coup de pression très fort qui a obligé les Britanniques à lâcher, a été aussi très, très bien perçu. Ceci étant, au niveau local, il y a les députés, les MP du Labour qui sont très compatissants, mais ils ont leurs propres problèmes à gérer, notamment dans l'ancien mur rouge du nord de l'Angleterre qu'ils ont perdu. Et donc, ils se retrouvent avec un parti qui lui-même a été divisé du fait de la direction de Jeremy Corbyn. Je ne souhaite pas commenter aujourd'hui, mais qui clairement a créé une division très forte aussi à l'intérieur de ce parti et qui s'est clairement écarté des lignes plus européennes historiques du Labour britannique. Donc ça n'a pas aidé. Et au niveau de l'Angleterre, il y a le ministère de l'Intérieur, donc Madame Priti Patel a créé de façon explicite un environnement hostile aux étrangers. Elle veut créer un système difficile pour une consommation domestique de toute cette population qui s'est découverte brexiteuse. Justement, d'ailleurs, une incidence là-dessus. Vas-y, vas-y, Omri, et puis moi j'ai une question derrière. Non, je voulais juste te remercier, Marc, c'est très intéressant. Je suis désolé que je ne peux pas rester et j'espère qu'on aura une autre occasion de faire la discussion. Au revoir. Absolument, merci, Omri. Au revoir. Alors moi, j'avais une question, c'est dans les premiers temps du Brexit, juste après, vraiment dans les semaines, dans les jours et les semaines qui ont suivi le vote, on a senti passer une vraie déferlante de xénophobes qui a principalement ciblé les Polonais, les Lettons, qui sont les derniers arrivés, on va dire. Et donc, c'est une immigration plus récente qui a été le choix, comme l'a rappelé Corbyn, du Royaume-Uni à l'époque où on discutait de Schengen, de l'entrée et de la facilitation des visas, là où France et Allemagne avaient mis des mesures transitoires. La Grande-Bretagne avait dit venez, c'est open bar. Mais ça a eu un effet dans les quelques jours, semaines qui ont suivi le vote du Brexit, qui est une espèce de vague nauséabonde avec des courriers, avec des inscriptions sur les murs des consulats ou des commerces tenus par des ressortissants d'autres États membres que les historiques. Est-ce que ça, c'est toujours prégnant ou on a le sentiment que c'est passé, mais est-ce que c'est juste un feu qui couve, qui peut rejaillir à tout moment, ou là, c'est éteint? C'est difficile à savoir, en fait. Tout ce qui est la violence gratuite dans la rue contre des gens qui parlent polonais ou italien ou d'autres langues, effectivement, est passé. On ne voit plus de graffiti sur les murs des consulats. Je dirais aussi que le Royaume-Uni a la moitié des caméras de surveillance du monde, donc il est très difficile de passer dans la rue sans être filmé, donc ça aide aussi la police pour tous ces crimes-là. On le sent, il a plutôt bougé comme aux États-Unis sur les réseaux sociaux, en fait, où il y a quand même sur des profils de journalistes et des profils de politiciens pas mal d'abus qui est écrit. Mais du point de vue de marcher dans la rue et être mal regardé, voire insulté, voire agressé, je n'en ai pas vu depuis un certain temps. Il est aussi vrai. J'ai avoué qu'à un moment, c'était quand même assez présent, comme tu le dis, Alexander, au point que mes propres filles, lorsqu'on était sur le continent, ne souhaitaient pas parler en anglais entre elles.
Je voyais ma grande dire à ma petite, chut, chut, on est en France, ici, on ne peut pas parler anglais et compagnie. Ça m'a fendu le cœur. Donc, j'ai dû lui expliquer pourquoi elle n'avait pas à s'excuser de parler dans la langue qu'elle souhaite avec sa sœur. Que ça n'en déplaise à d'autres. Parce qu'il y avait cette pression. Lorsqu'elle faisait des sorties scolaires avec son école anglaise, il y avait pas mal d'abus, même vis-à-vis des enfants, où les profs devaient faire de l'intermédiation dans le métro. Évidemment, la petite noire qui en plus parlait éventuellement une autre langue, elle était principalement ciblée, mais c'était des gamins en primaire qui sortaient avec leur maître ou leur maîtresse qui devait s'interposer face à des adultes inconnus dans le métro. Bon, ça, on ne voit plus. Donc, ça, après, j'habite à Londres, qui est quand même un microcosme. C'est un microcosme très pro-européen, très international, très ouvert sur le monde. Donc, je ne sais pas comment ce qu'il en est dans le Yorkshire ou dans les Midlands. Je ne suis pas en mesure de le savoir. Ok. Les camarades, vous avez des questions? Habituellement, Omri a toujours une ou deux questions comme ça. Donc, il vient nous guider. Donc, non, si vous avez des commentaires ou besoin de moi, comprendre. Je t'avoue que c'est terrible parce que, alors, j'ai jamais été anglophile, contrairement à beaucoup. J'ai tendance à être plutôt germanophile, donc et à cause du crunch qui revient régulièrement avec les affrontements avec l'équipe d'Irlande, pas d'Irlande, mais d'Angleterre, c'est le seul moment où je suis contre la rose. Mais je dis allez les bleus. Mais il y a quand même le sentiment on se retrouve. Ce que je disais à Emmanuel pour préparer la réunion, mais qui est assez dingue, c'est si tu prends les discussions ici sur le continent, le Brexit, les camarades confirmeront peut-être, mais il y a le sentiment que c'est un sujet qui est secondaire. Le sujet premier, c'est la pandémie, le vaccin, vaccin, pas vaccin. Voilà. Y aura-t-il combien serons-nous autour de la table à Noël? Voilà. On est dans ces problématiques-là, alors même que dans mon ressenti, au moment du vote, je me souviens de m'être dit, mais mince, là, on est dans quelque chose qui a la même portée pour notre histoire commune que la chute du mur de Berlin, et que ça passe dans un... Enfin, il y a... C'est ouaté, quoi. On sent que ça réagit pas. Et... mais il y a aussi ce sentiment-là de décalage entre ce qu'on peut lire dans la presse britannique, où ça a beaucoup occupé l'espace, ça s'est amoindri, c'est en train de revenir, là, dans la dernière bout de course, quoi. Alors même que y a plein de questions qui restent posées sur vous, sur comment ça va se passer pour vous. Moi, j'ai des copains polonais. J'ai une partie de la famille, une cousine qui est à Londres, qui est estonienne. Je me pose des questions par rapport à elle aussi, de comment ça va se passer pour elle, en craignant que, justement, parce qu'il y a cette vague xénophobe qui a pu passer, si elle ne va pas être prise à partie, ou voilà, ce genre de choses. Or, il y a ça, d'un côté, et puis il y a le fait que ici, on n'en parle quasiment pas, à part pour parler de la pêche, quoi. Disons qu'ici, il y a juste un sentiment de fatigue. Et le Brexit et le vote du Brexit a toujours été un problème anglais, n'a jamais été un problème européen. On avait juste besoin de trouver une tête de Turc pour justifier des années de mauvaise politique économique, des années d'augmentation des inégalités au Royaume-Uni, avec un index de Gini qui reflète clairement une distribution des ressources qui est très, très dispersée. C'est-à-dire il y a des gens qui sont de plus en plus riches avec des
avec une qualité de vie excellente, et le reste. Et le reste inclut toute personne qui est salariée, parce que finalement, la fiscalité dans le pays est très élevée, mais en échange, les systèmes, tout ce qui est le tissu de services publics est très, très mauvais. Ce qui veut dire que typiquement, on a un cancer, soit on a les moyens de payer un hôpital privé, soit l'hôpital public existe, oui, mais dans 2 ans, lorsque le cancer sera fatal. Les écoles publiques n'ont pas de ressources, il y a beaucoup de gens qui sont travailleurs pauvres, mais travailleurs plus que pauvres, miséreux. Or, il n'y a pas non plus d'allocation qui permettent de vivre. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui ont créé cette culture. Et le gouvernement essaye en somme, ils gèrent des crises, ils éteignent des feux et ils essayent de transférer les responsabilités d'un problème à un autre, juste pour essayer de sauver la tête. Après, bon, le gouvernement, ils ont 80 députés d'avance de majorité absolue. Ils ont 4 ans pour continuer. Le risque majeur qu'on a politiquement maintenant, c'est que Boris Johnson se passe mettre de côté par ses propres députés plus que par la société. Ici, il y a juste un sentiment de fatigue, d'épuisement. C'est un épuisement. Et il s'est lié aussi avec le Covid, une gestion extrêmement mauvaise du Covid, où on a avec une frustration du fait que le gouvernement n'ait pas mis en place, n'ait pas pris les bonnes dispositions, qu'ils aient eu recours à pas mal d'attributions à doigt de contrats pour des entreprises qui ne pouvaient pas fournir ces contrats. Typiquement, les ferries, 200 millions pour une compagnie de ferry qui n'existe pas et donc qui n'ont pas d'expérience dans la logistique, ou pour fournir des gants et des blouses pour les médecins, des entreprises qui n'ont jamais fait ça, qui ne connaissent pas les standards médicaux, etc., etc. Et donc tout ça a pris plutôt le pas sur le Brexit, même si dans les dernières 6 semaines, on a commencé à voir dans les journaux beaucoup plus de gens qui se réveillent au fait que à partir du 1er janvier, si vous voulez aller en Europe, il faudra faire la queue chez les étrangers. Vous ne pouvez plus rentrer en tant qu'Européen, vous n'aurez plus la carte EIC, vous ne pourrez peut-être pas conduire. Donc tout ça commence maintenant à refaire surface après un creux, comme tu le disais, Alexander, dans les news, mais c'est surtout de l'épuisement. Je pense que les gens veulent en finir peu importe ce que ce sera, mais que ça en finisse, quoi. Oui, alors ce n'est pas tellement une question, sinon que, fort de ce qui vient d'être dit, quand vous dites qu'ici, en France, Alexander, tu dis on n'en parle pas beaucoup, on est fatigué, c'est un peu vrai, mais en même temps, moi j'entends autour de moi ceux qui en parlent, ils en parlent toujours négativement, c'est-à-dire, mais les Anglais, de toute façon, depuis le début, ils n'ont jamais voulu rentrer complètement, ils n'ont jamais voulu faire ci. Voilà, c'est toujours, on ressasse l'histoire de notre relation avec les Anglais, qui a quand même été, depuis le début, il faut le dire, toujours particulière, pour ne pas dire chaotique. Et finalement, l'anti-européanisme aujourd'hui utilise cette question des Anglais pour dire, vous voyez, depuis le temps qu'on vous le dit, voilà où on en est. Donc ça, c'est déjà une chose qui me semble pas être très, très, très positive pour la situation générale de la vision de l'Europe. Effectivement, de toute façon, ce que tu dis, Marc, sur l'Angleterre, mais c'est vrai aussi ici, combien de fois on entend en France parler de ce que fait l'Europe? Moi, j'ai fait 2 campagnes européennes comme candidate sur des listes, pour nous, pour notre parti. Je veux dire que combien de fois on entend dire, combien nos élus de fois disent c'est l'Europe qui a fait? C'est eux qui ont fait. Ils oublient de dire que c'est grâce à Fonds européen. Voilà, bon. Donc, l'Europe, on n'en entend pas parler non plus. Sinon, une fois de plus, quand c'est un bouc émissaire pour dire que ça ne va pas. Et là aussi, nos élus et nos États sont très heureux d'utiliser l'Europe comme pour calfeutrer un certain nombre, parfois, d'inconséquences ou de choses qui ne conviennent pas. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est dans une Europe qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile, de plus en plus hostile, avec des États qui sont
de plus en plus conservateurs, qui veulent eux aussi petit à petit ne prendre de l'Europe que ce qui les intéresse, et surtout sur l'aspect démocratique, sur l'aspect de l'ouverture. On est en train de restreindre de plus en plus de droits, etc. etc. J'espère, je ne souhaiterais pas que cet exemple du Brexit soit le prélude à sinon des sorties de l'Europe, en tout cas des relations de plus en plus dures qui pourraient s'installer avec des États sur ce thème. Mais de toute façon, l'Europe, ça ne sert à rien, regardez, etc. Et une espèce de retour à des États-nations bien fermés sur eux-mêmes. Et en ça, les pays plutôt de l'Est de l'Europe sont plutôt favorables à ça. J'espère que ça ne va pas se produire dans les années qui viennent. Et c'est ça qui me fait un peu peur, moi. Marc, avant que tu ne répondes, parce que moi, je n'ai pas le même ressenti. Et au lendemain du vote, je me souviens, ça m'avait énervé de voir tous ces nationalistes d'extrême droite, tous réclamer alors un Frexit, un Exit, un Grexit, un je ne sais pas quoi, Exit, alors même qu'il n'y avait qu'une seule certitude. Moi, une seule conviction, c'est que tous ces gens-là, qui de toute façon étaient dans des positions minoritaires dans leur État propre, occultaient une autre réalité. Et s'il y avait bien un référendum qui peut se tenir, bah, c'est en Écosse, et c'est pas pour partir, c'est pour revenir ou pour rester. Et on a eu la discussion déjà la semaine dernière avec Richard Corbett. Mais quand on prend la presse britannique du nord de la Grande-Bretagne, on voit bien que le Remain a été majoritaire dans l'ensemble des circos. Dans l'ensemble des circos, il n'y a pas une petite circo qui n'ait pas voté Remain en Écosse. Électoralement, on est sur maintenant un drame pour les camarades du Labour d'Écosse. Ils ont tous été balayés par du SNP qui a fait un cheval de bataille d'une revendication d'un retour. Est-ce que toi, de là où tu es, ça corrobore est-ce qu'il y a bien cette espèce de... Parce que nous, sur le continent, à chaque fois, quand on regarde le Royaume-Uni, on le regarde comme un ensemble. Ce n'est pas un ensemble, c'est 4 nations. Il faut comprendre que c'est 4 nations très, très distinctes. Très, très distinctes. Donc, on a les Irlandais du Nord, ce sont des Irlandais. C'est une autre histoire. Les Écossais ont toujours été à part, et c'est du fait de leur propre histoire. Ils ont été forcés à vivre avec les Anglais parce que ils ont mal préparé leur expansion impériale à l'époque, et ils ont fait banqueroute, et quelque part ils ont eu un bail-out des Anglais en échange de l'Union. En gros, c'est ça l'Écosse. Mais c'est quand même eux qui ont construit l'Empire, c'est eux qui ont géré toute cette partie entrepreneuriale, etc., etc. Ils ont une culture très, très différente, un sens d'appartenance très, très profond à l'Écosse, avec des liens historiques très profonds avec l'Union européenne. La raison pour laquelle ils avaient voté pour ne pas prendre leur indépendance en 2014, c'est parce qu'on leur avait dit, si vous prenez votre indépendance, vous serez en dehors de l'Europe. C'est la seule raison qui les avait maintenus rattachés au reste du Royaume-Uni. Or, pourquoi est-ce qu'ils sont fâchés aujourd'hui? Et c'est ce que dit Sturgeon pratiquement tous les jours, et son whip à Westminster. Vous nous avez promis que le seul moyen de rester dans l'Union européenne était de voter pour l'union avec le Royaume-Uni. Vous nous avez sortis de l'Union européenne alors qu'on a voté majoritairement de façon très large pour rester dans l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal comment dire, Westminster et surtout le gouvernement britannique a souvent nargué les gouvernements dévolus. Ils n'ont jamais apprécié les gouvernements dévolus. Donc, ça n'est pas dans leur relation personnelle. Autant, je pense que Sturgeon pouvait travailler avec des gens comme Cameron ou comme Gordon Brown.
c'est devenu très, très difficile avec les Brexiteurs. Très, très difficile. Et nous, on a été balayés au nord du mur d'Adrien, tout simplement parce que on paye des années en même temps. On ne peut pas. Il y a un moment où les attentes des Écossais n'étaient pas du tout les mêmes que celles du sud de l'Angleterre. Il fallait en prendre conscience. Voilà. On a mal géré le référendum écossais, on a mal géré le référendum du Brexit parce qu'on n'a pas voulu prendre position, on n'a pas voulu dire aux gens ce qui était, leur expliquer, avoir cette pédagogie d'expliquer ce que ça voulait vraiment dire et pourquoi c'était important. Donc, on en paye le prix aujourd'hui. Est-ce que, parce qu'on l'a aussi, cette petite musique qui existe ici sur le continent, et qu'on voit, c'est-à-dire le Bremain, où on va sortir, ok, mais alors nous, on travaille déjà à revenir. Ouais, bon, ça c'est. mais justement, et merci de ta réaction, sans filtre, comme c'est le mot de la semaine actuellement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait, il y a une dynamique qui a été enclenchée et que cette dynamique-là, comme ça avait été dit d'ailleurs plus ou moins sur le vote d'une génération au moment de passer au bulletin de vote, c'est malheureusement les plus anciens, puisque c'est un vote des vieux, ont décidé d'occulter l'avenir des plus jeunes et qu'il va falloir que les générations passent pour qu'ils reviennent dans le débat public de manière crédible, le fait de revenir. Je ne pense pas qu'ils aient voulu voler le futur à leurs enfants. C'est juste que le Royaume-Uni n'a... Autant la France, l'Espagne ont enterré leur passé impérial. Ça fait longtemps qu'ils ont perdu leur colonie, ils sont passés à quelque chose d'autre, ils ont compris que ce n'était plus la grande puissance impériale. Ce qui m'a beaucoup choqué lorsque je suis arrivé vers la moitié des années 2000 au Royaume-Uni, c'est que la BBC, pratiquement tous les soirs, avait un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'Empire. Entre nous, on appelait ça de façon moqueuse Télé Hitler. Parce que tous les soirs, on pouvait voir cette époque qui était dorée aux yeux d'une génération complète à la télé. Et du fait, lorsqu'il y avait des intervieweurs de la BBC ou d'ITV qui allaient dans certaines villes, on leur demandait pourquoi est-ce qu'ils avaient été recrutés, parce qu'ils voulaient que ça revienne comme avant. Mais ça veut dire quoi? On veut l'Empire. Et on leur disait, oui, mais ces pays-là ont pris leur indépendance. Il faut les forcer à revenir. Ils ne veulent pas revenir, ils sont partis. Et c'est cette mentalité de tous les temps passés ont été meilleurs. On ne se souvient plus des problèmes économiques des années 70 qui ont fait que l'accession à l'Union européenne est devenue très pressante pour le Royaume-Uni. On ne parle plus des conditions de travail avec des contrats miséreux de l'époque. On ne parle plus des conditions écologiques, environnementales de l'époque. Tous ces trucs-là ont été oubliés parce qu'on a une tendance à rendre plus douce toute image du passé. Notre cerveau filtre ça. Et c'est à ça qu'ils voulaient revenir. Donc pour eux, c'était une époque où ils dominaient, où we rule the waves, comme dit la chanson. Où c'était une grande puissance. Ils ont eu beaucoup de mal ils n'ont toujours pas accepté quelque part que ce n'est plus qu'une puissance moyenne dans l'échiquier international. Donc tant qu'ils ne l'auront pas fait, de toute façon, ce sera relativement compliqué. Et en plus, il y a cette idée que les Français, ce sont des losers parce qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Les Hollandais, les Belges, ils ont été envahis. Nous, on a gagné. Par contre, dans leur livre d'histoire et à l'école, on ne leur montre pas que la plupart des pilotes de la Royal Air Force, de la bataille de Britain, étaient polonais. On ne leur montre pas que le jour de la victoire, on leur a donné 24 heures pour quitter le territoire parce qu'il n'était plus voulu. On ne leur a pas dit qu'il y avait pas mal de Français chez les SAS. Tous ces trucs-là n'ont jamais... Dans le mythe populaire, c'est les Britanniques anglais.
C'est pas l'Empire, c'est pas les Indiens, c'est pas tous ces gens-là qui ont combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas les Européens qui sont venus sous les drapeaux britanniques pour combattre le fascisme. Et donc ça n'aide pas non plus. Donc il y a une question qui est très importante, qui est l'éducation. Et les jeunes sont rentrés dans la génération, excusez-moi pour les noms commerciaux, mais EasyJet et Erasmus. Les gens qui sont jeunes, eux, ils n'en voulaient pas de ça. Mais malheureusement, les jeunes ne votent pas. On le sait, on n'a jamais réussi à les attirer en grand nombre. Voire à leur dire, c'est à vous de convaincre vos grands-parents qui sont en train de voter pour votre futur, pas pour le leur. Ça montre tout ce qu'il y a encore à faire. Marc, vraiment un très, très grand merci. Ça fait 1 heure qu'on discute. On va te libérer également. Un très très grand merci à toi pour apporter ton témoignage in situ de comment ça se passe de l'autre côté du channel. Quand bien même on resitue, on remet dans le contexte, c'est Londres, c'est pas le reste de la Grande-Bretagne. Voilà. Mais en tout cas, c'était très 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 utile et éclairant pour nous. Bon réveillon, bonne fête de fin d'année. De toute façon, on est là, dans le sens où ce cadre de discussion continue. T'es militant et de la FFE, donc des débats, ils continueront d'exister et de perdurer dans une nature différente, ou en tout cas, il y aura un éclairage encore plus intéressant, malheureusement, imposé, mais intéressant quand même, parce que de toute façon, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni continueront de peser à l'extérieur de l'Union européenne, mais sur le continent européen malgré tout. Marc, encore un très grand merci à toi. Très bonne fête à tous. Merci de l'invitation et il va sans dire que la section du PS à Londres reste à votre disposition, que ce soit pour des petits débats ou si vous avez besoin de travailler sur d'autres idées ou une façon différente de faire certaines politiques par rapport à ce qu'ils font ici, n'hésitez pas à nous contacter. C'est noté. Un très grand merci à toi et à vous. Ciao. Très bonne fête et à bientôt.